Comme annoncé dans le cours précédent, dans ce cours, nous allons présenter les éléments de base du langage Java. Il s'agit des types de données, des règles d'utilisation des programmes, des règles d'utilisation des noms de variables et de constantes, des types des règles de déclaration ainsi que les formats des programmes. Nous parlons ici des références, nous présentons nos références, c'est-à-dire les sources de cours. Ainsi, le plan de ce cours se présente en 6 points. Les règles syntaxiques, les mots réservés du langage Java, les types de données élémentaires, la structure d'un programme Java, les opérations et les opérateurs, la déclaration des données. Les règles syntaxiques. Il s'agit des règles à respecter lors de la rédaction des programmes et des règles à respecter lors de la dénomination des variables. Ainsi, comme règle pour respecter des règles à respecter lors de la rédaction des programmes. Alors, il s'agit des règles à mettre en place, des règles à respecter quand il s'agit d'écrire un programme. Par exemple, il faut respecter la différence entre les minuscules et les majuscules. Parce que Java fait la différence. C'est-à-dire que lorsque vous déclarez une variable en la nommant comme en minuscule, il faut que vous continuiez cette règle jusqu'à la fin. Parce qu'une seule majuscule, pour Java, ce sera une autre variable. Donc, il faut respecter cette règle que quand vous nommez une variable d'une manière, vous devez continuer du début à la fin. Les blocs sont encadrés par des accolades. En Java, souvent, il nous arrive à faire des blocs. Par exemple, la méthode principale dans un programme, c'est la méthode main. Ça, c'est un bloc. La classe même, c'est-à-dire le programme principal même de Java, c'est un bloc. Alors, ces blocs-là sont encadrés par des accolades. Tout bloc commence par une accolade ouverte et se termine par une accolade fermante. Chaque instruction se termine par un point-virgule. Obligatoirement, dans un programme Java, quand vous écrivez une instruction, il faut toujours terminer par un point-virgule. Sans point-virgule, l'instruction n'est pas terminée. Une instruction peut continuer sur plusieurs lignes. Pourquoi? Parce que, le point-virgule est la fin de l'instruction. Donc, si vous écrivez une instruction, vous ne mettez pas de point-virgule à la fin, alors l'instruction suivante sera considérée comme la suite. Donc, c'est pour cela qu'il faut tout faire pour respecter cette règle de point-virgule, parce que pour Java, une instruction va d'un point-virgule à un autre point-virgule. Donc, si vous écrivez les instructions sur plusieurs lignes, il va toujours considérer que c'est la même instruction. Le nom d'une classe en Java, c'est-à-dire un programme Java, commence obligatoirement par une lettre majuscule. Ça, c'est une règle fondamentale à Java, elle n'est jamais oubliée. Tout programme Java est une classe et le nom de cette classe commence par une lettre majuscule. Les programmes en Java sont des classes parce qu'on fait de la programmation objet. La programmation objet se fait à l'aide des classes. Les règles de dénomination. Il s'agit des règles à respecter quand il s'agit de donner des noms à nos données dans le programme. Dans un programme, chaque objet, c'est-à-dire une classe, un programme, une variable ou une constante, est associé à un nom. Ce nom est appelé identificateur. Pour le choix de l'identificateur, on doit respecter une règle. C'est cette règle qui est l'identification. L'identificateur se compose de tous les caractères alphanumériques, c'est-à-dire de 0 à 9 et de A à Z en minuscule ou en majuscule, et des caractères underscore et le signe du $. Le premier caractère doit être toujours une lettre, ou bien underscore, ou bien le signe du $. Donc, quand vous donnez des noms à vos variables, il faut respecter cette règle. On ne peut pas mettre tous les caractères dans les noms.
il faut comprendre parce que, d'une manière générale, les langages de programmation sont en anglais. Donc, c'est pour cela, par exemple, certains caractères de notre langue française ne sont pas acceptés. Donc, c'est pour cela que cette règle est à respecter. Il faut toujours prendre les caractères alphanumériques de 1 à 9, de 0 à 9, de A à Z, minuscule et majuscule, underscore, signe du dollar, sans espace, sans accent. Donc, c'est pour cela que le quatrième point et le cinquième point parlent de tout ce qui est interdit, les caractères accentués ainsi que l'espace. Aussi, on ne peut pas utiliser les mots réservés du langage Java. Parce que si Java prévoit un mot pour désigner quelque chose, et que nous aussi nous voulons utiliser ce même mot pour désigner autre chose, alors le langage ne comprendra pas. Donc c'est pour cela que les mots réservés de Java sont interdits. Alors voici ces mots réservés. Un exemple que j'ai donné juste, ce n'est pas tous les mots, mais un exemple avec à peu près 25 mots réservés, comme continue, comme for, comme new, comme switch, comme do. Ce sont des mots que nous utiliserons parce que ce sont ces mots qui vont nous permettre de composer nos instructions. Alors, à retenir que la plupart de ces mots réservés de Java sont en minuscules. En général, dans les environnements de développement, une couleur est réservée pour ces mots. Les types élémentaires des données en Java. Java peut utiliser deux types de données, les types primitifs qui sont prévus par le langage et les types personnalisés que nous verrons un peu plus tard. Alors ici, nous parlerons des types primitifs. Ces types primitifs permettent de représenter les entiers, les réels, les chaînes de caractères, les caractères, les types booléens. Pour les entiers, nous avons 4 types. Byte, short, int et long. Pour les réels, nous avons 2 types, float et double. Pour les caractères, nous avons le mot char. Un caractère en Java doit être placé entre apostrophes, comme l'exemple que vous voyez, A et entre apostrophes. Le type logique est représenté par le mot-clé booléen. Un type logique, c'est un type qui ne peut avoir que 2 valeurs possibles, true or false. Le tableau suivant nous donne les types. Ici, nous avons les types booléens et le type char. Un type booléen est un type qui est codé sur un seul bit, 0 ou 1. Et en général, 1 a comme valeur true et 0 a comme valeur false. Le type char est codé en Unicode, donc sur 16 bits, contrairement à l'ancien codage qui est ASCII, qui est sur 8 bits. Et ça permet de prendre beaucoup plus de caractères. Et chaque caractère doit être placé entre griffes simples. Les types entiers, nous en avons 4. Alors ces types entiers, il faut les comprendre un peu comme étant des domaines de définition de valeurs, parce que chaque type a un nombre, est comme un intervalle de valeurs avec une borne inférieure et une borne supérieure. Si vous voyez par exemple le type byte, qui est codé sur 8 bits, il permet d'avoir des valeurs de moins 128 à 127. Le type short, 16 bits, de moins 32 768 à 32 767. Donc ce ne sont que des ensembles de valeurs. Donc, comment vous allez les choisir? Alors lorsque vous faites un programme, c'est vous qui savez à peu près quelles sont les valeurs que vos données peuvent prendre. Et à partir de cela, vous choisissez le type approprié. Pour ce qu'on appelle couramment les nombres décimaux ou les réels, alors nous avons 2 types, le type float et le type double float. En réalité, c'est la précision du float. C'est les chiffres avec virgule mathématique. Le float est codé sur 32 bits. Les valeurs vont de 1,401 10 à la puissance moins 45 à 3,40 10 à la puissance 38, ainsi de suite.
Ainsi, la structure d'un programme. Comment on écrit un programme en Java? Comment un programme est structuré? Parce que tout ce que nous venons de voir, eh bien, a pour objectif de pouvoir rédiger des programmes. D'abord, en Java, nous avons deux types de programmes qui sont appelés des classes. Donc, nous allons utiliser souvent le terme classe Java au lieu de dire programme Java. Alors, le premier type de classe, c'est la classe application. Il s'agit, eh bien, du programme qui permet d'exécuter, parce que ce programme doit contenir, eh bien, une méthode principale qu'on appelle la méthode main. Et avec cette méthode, on peut exécuter le programme. La structure est la suivante. Public, classe, le nom de la classe, commençant toujours par une lettre majuscule. La méthode main, c'est une méthode, eh bien, qui permet au programme de s'exécuter. Sans cette méthode, la classe ne peut pas s'exécuter. Voilà. Et les instructions à l'intérieur. En haut du nom de la classe, on met, eh bien, les outils que nous importons, c'est-à-dire des programmes écrits par d'autres dont nous avons besoin, par exemple, pour gérer les dates, par exemple, nous aurons à utiliser, eh bien, le programme date. Pour gérer le clavier, la saisie des données, nous aurons à utiliser aussi des outils, ainsi de suite. Donc, pour pouvoir ajouter ces outils à notre programme, afin de les utiliser, nous les importons. Et ces importations se font, eh bien, en haut du nom de la classe. La classe objet, qui représente un type personnalisé de données. En effet, pour programmer les objets, Java utilise des notions de classe. En fait, lorsque, par exemple, je veux faire un programme pour représenter un produit industriel, pour représenter une personne physique, pour représenter, par exemple, une matière dans un programme Java, je crée un type personnalisé parce que int ne peut plus représenter ça, ni double, ni, eh bien, float. Donc, le type que je crée sera appelé type personnalisé ou encore classe objet. Bien. La syntaxe de cette classe objet est la suivante. Public class, nom de la classe. Les données membres, les constructeurs et les méthodes membres. Toujours, au besoin, on peut toujours importer aussi des outils extérieurs. Les données membres sont, eh bien, les caractéristiques de l'objet. Par exemple, si je prends, eh bien, une personne physique, elle peut avoir comme caractéristique son nom, son prénom, sa date de naissance, et ainsi de suite. Si je prends, eh bien, une matière dans votre classe, chaque matière peut avoir un nom, un code, un coefficient, un volume horaire, etc. Donc, ces données-là qui caractérisent ces objets sont représentées ici par les données membres. Les méthodes membres sont, eh bien, les fonctions, les traitements que l'objet peut subir ou peut faire subir à d'autres. Le constructeur est une méthode qui permet de créer les données, qui permet de créer les variables, ce qu'on appelle en général les objets, en programmation objet, qu'on appelle les objets, eh bien, pour le type personnalisé en question. Pour les opérations et les opérateurs, nous allons les présenter. Bon, vous connaissez déjà certains parce que, par exemple, les opérations arithmétiques, ici c'est juste pour savoir comment ces opérations sont représentées dans le langage Java. L'addition par le signe plus, la soustraction par la multiplication par l'étoile, la division par le slash et le reste de la division par le pourcentage. Alors ici, il faut retenir que Java, eh bien, est intelligent pour faire la différence dans la division. Lorsque le diviseur et la dividende sont des entiers, Java fait ce qu'on appelle la division entière. Lorsque l'un des deux est réel, Java fait la division réelle, c'est-à-dire il fait la division avec virgule dans le quotient. Les opérateurs logiques, il s'agit du et logique, du ou, de la négation, c'est pour gérer, eh bien, la combinaison des comparaisons en général. Là, pour la comparaison, nous avons l'égal égal à, qui est représenté par le signe de double égalité, inférieur ou égal, la différence, point d'exclamation égal. Alors, c'est surtout au niveau de égal qu'il faut retenir que, eh bien, dans la comparaison,
égal A est représenté par deux signes d'égalité. À ne pas confondre avec l'affectation qui serait représentée par un seul signe. Toujours dans le cadre des opérateurs, nous avons les opérateurs binaires. L'opérateur conditionnel, qui est un opérateur spécifique permettant de comparer en général les numériques. Ici, nous avons un exemple A égale à condition, point d'interrogation, B, 2.C. Cela veut dire que selon la condition, A peut prendre comme valeur B si la condition est vérifiée ou C si la condition n'est pas vérifiée. C'est utilisable en général sur les numériques. L'incrémentation et la décrémentation sont des opérateurs spécifiques pour augmenter de 1 la valeur d'une variable ou de diminuer de 1 la valeur d'une variable. On peut aussi combiner en Java certains opérateurs pour aller un peu plus vite. Plus égal, par exemple, K plus égale I veut dire K égale à K plus 1, I. Pour terminer, nous parlons des déclarations de variables parce que à chaque fois que vous devez faire un programme, toutes les données qui seront utilisées dans le programme doivent être déclarées. Cette déclaration a une importance double. Dans un premier temps, c'est pour réserver des places pour les données, mais aussi c'est pour donner une adresse à chaque donnée dans la mémoire. Parce que toute donnée dans la mémoire, pour être utilisée, doit avoir une adresse. Donc le nom que nous donnons à nos données vont servir d'adresse. Grâce à la déclaration, ces noms sont définis et aussi l'emplacement grâce au type. La syntaxe pour les variables est la suivante. Type de données, espace, nom de données, point virgule. Obligatoirement, point virgule à la fin parce que c'est une instruction Java. Exemple, int A, A est un entier, double B et D, ça veut dire que B et D sont des doubles. Alors ici, c'est pour aussi vous dire que lorsque vous avez plusieurs données de même type, vous pouvez les mettre devant le seul mot-clé en les séparant par des virgules. Quant aux constantes, la syntaxe est la suivante. Final, type de la constante, le nom égal à valeur. Alors ici, le mot-clé final est le mot qui marque la constance de la valeur, c'est-à-dire que c'est une valeur qui ne change pas jusqu'à la fin de l'exécution du programme. Si vous ne mettez pas final, alors c'est comme si vous déclarez une variable. L'exemple, final double pi égale à 3.14. Alors ici, il faut comprendre que en Java, même si ce n'est pas une obligation, en général, les noms des constantes sont en majuscule. C'est pour cela que j'ai mis pi en majuscule. Merci pour votre attention.